Alors, ce n'est pas une sinécure de raconter le quantique en 5 minutes, mais on va essayer. Parce qu'on va essayer surtout de vous présenter 2 ou 3 langages qu'il faut comprendre pour la suite de l'étude, en particulier pour quand on va apporter les scénarios. C'est quoi un qubit d'abord? C'est l'unité de base d'information en calcul quantique. Et un qubit, ce n'est un qubit que s'il y a superposition quantique, intrication quantique. Et donc, la superposition, c'est un qubit qui peut être dans plusieurs états en même temps. C'est entre guillemets la base. L'intrication, c'est 2 qubits qui peuvent être liés de sorte qu'il est impossible de dire et de savoir, de décrire de façon indépendante chaque qubit. Donc en fait, ils sont vraiment intriqués. Et il y a un point qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'à partir du moment où on veut mesurer un qubit, ce n'est plus un qubit. Ça disparaît. La superposition et l'intrication s'effondrent. Il y a plusieurs moyens de créer des qubits au niveau physique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais chacun a sa qualité, ses défauts. Et ça implique énormément de choses donc, pour la technologie à venir. Alors, on va beaucoup parler de calculateurs analogiques, de NISQ, de FTQC. Et donc ça, il faut malheureusement en passer par là. Alors, quand on parle de calculateurs analogiques, on prend les qubits et on les laisse évoluer selon ce qu'on appelle le principe du recuit quantique. On laisse évoluer de façon naturelle les états quantiques. On les place dans un certain état qui représente le problème et on laisse dériver. Et au fur et à mesure, en théorie, on arrive à la solution. Ça paraît magique et ça marche déjà aujourd'hui. Quand on parle du deuxième type de calculateur, ce qu'on appelle les ordinateurs à porte, là, c'est beaucoup plus comparable à ce qu'on a aujourd'hui sur les ordinateurs classiques. En fait, on encode les données, on applique des opérations logiques, donc ce qu'on appelle des portes, sur les qubits. Donc, c'est des opérations un peu particulières, selon l'algorithme que l'on a défini. Et à partir de là, on va jusqu'à la mesure, et la mesure nous donne le résultat, la solution recherchée, enfin, en tout cas, on espère. Il y a 2 types de qubits. Il y a le qubit. Quand on a un qubit bruité, un qubit normal, en fait, on appelle ça du NISQ, Noisy Intermediate Scale Quantum Computing. Par contre, si on peut avoir des qubits parfaits, on passe dans un mode qu'on appelle FTQC, donc Fault Tolerant Quantum Computer. Alors, c'est bien beau de dire comment on fait un qubit parfait, parce qu'aujourd'hui, c'est une des grosses questions. En fait, un qubit, c'est un objet physique quantique, et par définition, il est sujet aux erreurs. Il est instable, il est perturbé par l'environnement. Donc, quand on va appliquer des portes dans le domaine NISQ, petit à petit, on va accumuler ces erreurs et on va perdre les informations qui vont s'accumuler tout le long du calcul. Et en fait, on arrive à un résultat qui est complètement incohérent. Ça, c'est le mode NISQ. Pour contrer ça, il y a une possibilité qui est connue déjà, qui s'appelle le code correction d'erreur. C'est-à-dire qu'on associe des qubits physiques ensemble, on applique un code correcteur d'erreur, et dans ce cas, l'ensemble de qubits va se comporter comme un seul qubit qu'on appelle logique, qui a apparemment un taux d'erreur beaucoup plus faible. C'est ce qu'on appelle, entre guillemets, une sorte de qubit parfait. Alors, le calcul quantique, pourquoi faire? Pourquoi et pourquoi? On peut dire, très approximativement, je ne veux pas me faire taper dessus par ceux qui sont vraiment des experts, que le calcul quantique peut être utilisé comme un calcul massivement parallèle. Et donc, théoriquement, je dis bien théoriquement, on doit pouvoir accélérer la résolution de problèmes. Ça, c'est important pour certains problèmes qui sont impossibles à résoudre en temps raisonnable avec des algorithmes classiques. C'est des algorithmes qui sont connus, que certains reconnaîtront, qu'on appelle le voyageur du commerce, le sac à dos, ou la factorisation de nombres entiers extrêmement longs. Donc, c'est extrêmement difficile de le faire avec du calcul standard classique. Et pourquoi? Ces problèmes qui sont massivement parallélisables sont très utiles dans la vie de tous les jours pour de l'optimisation, de la simulation physique. À partir du moment où on doit explorer un domaine extrêmement vaste d'informations et de données, le quantique est dans ces cas-là apparemment une solution très intéressante. Donc, c'est des problèmes d'optimisation, de simulation, de classification, de factorisation, etc. Et j'en passe.